Alors, je vais me servir de mon troisième cerveau pour vous présenter ce qui s'est passé un petit peu dans le deuxième groupe. Et on a parlé notamment un petit peu des technologies nouvelles et puis de la façon de se servir de ces outils-là. Moi, ça reste quand même un petit peu nouveau pour moi, y compris de taper des comptes rendus en temps réel et puis d'essayer d'organiser les choses un petit peu comme ça. Mais juste pour finir sur cette thématique-là, c'est vrai que ça a été un petit peu la conclusion. Alors je commence par la conclusion, mais c'est Pierre Gaspard qui proposait que c'est tout ce qui pouvait être en fait d'ordre. Il proposait de voir les publics apprenants comme des autres gens en fait. Vous aviez utilisé les termes de Jacques Brel, je sais plus comment. Ces autres gens-là et qui avaient en fait une autre manière d'apprendre, un autre rapport au savoir et donc voilà, bon, je vais essayer moi d'être à la hauteur et d'essayer de vous présenter quelque chose d'un petit peu construit. Alors, il y a eu aussi un tour de table et à la fin une intervention de Pierre Gaspard qui a essayé de retenir les points importants. Alors j'ai retenu arbitrairement et en fonction un petit peu de ce qui arrivait 5 points qui m'ont semblé des points clés et vous compléterez si vous vous sentez lésé dans ce qui est dit là, parce qu'il y a eu énormément de choses. Donc d'une part, on est revenu sur la logique de marché de la formation, avec notamment toute la question des gens qui travaillent dans les circuits avec les publics engagés dans des démarches d'insertion et des problématiques qui vont jusqu'à éventuellement sélectionner les publics pour essayer d'avoir des évaluations meilleures à la fin des dispositifs, ce qui pose évidemment des questions d'ordre éthique et autres. Aspect aussi commercial avec le virage du QCES qui est pris dans une injonction à faire du commercial et une terminologie agressive qui arrive y compris sur des formations de type universitaire où les apprenants sont ciblés comme des clients et des cursus à rentabiliser, etc. Alors le deuxième point il y a eu différents ajouts sur ces apports-là, je traite que ces 2 points-là. Le deuxième point que je voulais aborder là, c'est la question du sens de la formation. Former, mais pourquoi faire un exemple d'un formateur à l'école de la deuxième chance qui disait que dans un dispositif de 7 mois, quand des publics arrivent en situation d'illettrisme et qu'il faut essayer de les faire avancer, c'est vrai qu'entre les possibilités de départ, les publics qui sont accueillis, les dispositifs qui sont proposés et puis les moyens du formateur qui se retrouve en face à face pédagogique avec des groupes de 12 personnes dans des situations complètement différentes pose pour lui la question du sens et de son propre engagement en tant que formateur et du sens de la formation. Sur les questions d'ingénierie, il y a eu des gens aussi qui vivaient comme une tension le fait de devoir construire des ingénieries de formation avec une absence totale d'analyse des besoins, alors que c'était une personne qui enseigne dans ce domaine-là qui le disait. Je vis une contradiction interne assez forte entre ce que j'enseigne et ce que je vis sur le terrain. Alors sur les questions plus d'ordre pédagogique, il y a eu différents points qui ont été abordés et notamment la question du positionnement du public qui semble évoluer, notamment des publics qui se situent en tant que consommateurs dans les dispositifs. D'où différentes difficultés pour essayer de faire adhérer ces publics-là au programme de formation et à ce pourquoi les formateurs aimeraient ce à quoi les formateurs aimeraient les faire adhérer, notamment un certain système de valeurs. Et du coup, il me semblait qu'il y avait une espèce de tension dans ce qui était dit entre les positions des uns et des autres. C'était est-ce qu'on doit s'adapter à des nouvelles formes de pratiques finalement et des nouvelles formes de rapport au savoir que développent les jeunes, ou est-ce qu'il faut s'opposer en quelque sorte et puis proposer
donner des conseils, être plus dans l'injonction à travers, par exemple, montrer l'intérêt de prendre des notes en cours, etc. Alors que c'est pas des choses qui sont nécessairement routinisées. Voilà, bon, il y a eu beaucoup de choses sur la partie adhésion pédagogique. Il y a également tout ce qui concerne, je l'ai déjà dit un petit peu en introduction, toutes les nouvelles pratiques avec les TIS à prendre en compte par les formateurs ou pas. C'est vrai que ça vient aussi en conflit avec les propres pratiques des formateurs et leur propre manière eux-mêmes, la façon dont eux-mêmes ont appris. Et puis il y a tout ce qui concerne le travail d'accompagnement qui, selon les participants, ça consiste plutôt à aider les individus à se poser des questions, à avoir une certaine réflexivité sur soi-même. Et voilà, avec certaines pistes d'innovation aussi au niveau pédagogique, et pourquoi pas, par exemple, quelqu'un proposer la VAE à distance ou des systèmes de pédagogique de ce genre. Alors le quatrième point, il y a eu des questions de l'ordre de l'accès au savoir et des rapports au savoir. Alors l'accès au savoir, déjà quel savoir, qui a envie de rentrer dans ces savoirs, et les jeunes qui sont vus comme de plus en plus dans l'opérationnalité. Ils cherchent sans arrêt des raccourcis, c'est la génération un petit peu des clics. En tout cas, c'était un certain regard qu'ont partagé un certain nombre de formateurs. Et avec de l'autre côté de cette partie-là, aussi des nouvelles formes de pratiques telles que par exemple le réseau Linux, qui permet de créer des communautés de pratiques, qui permet peut-être aussi de développer des nouveaux styles de savoir à travers des nouvelles possibilités de vivre ensemble. Avec le savoir, c'est plus quelque chose qui est individualisé, mais plus partagé. Et il y a eu une petite discussion sur cette thématique-là. Donc, cinquième point, mais ça venait un petit peu en filigrane de tous ces autres points-là, c'est toute la distorsion qu'on sent entre les valeurs portées par les formateurs et les injonctions dans lesquelles ils sont actuellement, avec par exemple la construction de formation autour d'un poste de travail, c'est-à-dire que toute la formation avait été, quelqu'un qui avait cité ce cas-là, qui était construite à partir d'un poste de travail et pas du tout sur les valeurs d'altérité qu'on pourrait attendre d'une formation. Tension aussi entre l'aspect gestion et fonctionnement en mode projet, et avec pareil différents exemples. Je peux pas revenir sur tout ce qui a été dit. Voilà sur la discussion. Et puis Pierre Caspar avait conclu. Alors comme il est juste à côté de moi, je vais essayer d'être pas trop interprété. Alors bon, il avait conclu cette partie-là sur un aspect plutôt optimiste, comme le disait Hugues tout à l'heure. Bien qu'on soit dans une société à violence croissante, notamment dans les formes de management, dans les nouvelles formes de management, et puis aussi il citait la société de la cupidité avec une recherche de toujours plus de profit. Il y a eu la posture de Pierre Caspar qui est de dire il y a des possibles. Alors les possibles, ce serait peut-être, il utilisait j'aurais pas dû noter à cette période-là parce qu'à un moment on m'a dit ça, on prend pas en note, mais je l'ai noté quand même parce que je trouvais je trouvais la métaphore intéressante. C'est la ligne Maginot qu'on peut contourner. L'idée c'est moins chez Pierre Caspar parfois de résister de manière frontale, parce que c'est vrai que le monde évolue, il y a les TIS qui rentrent en ligne de compte, il y a les pratiques des apprenants qui bougent, il y a plusieurs formes comme ça qui bougent, et donc la possibilité selon lui de contourner ces changements-là, et puis de réussir à passer entre les interstices, donc comme vous le proposiez tout à l'heure.
Voilà, et puis poser aussi la question sur nos futurs apprenants. Est-ce que eux-mêmes, parce qu'il y avait tous les discours étaient centrés sur le fait que c'est vrai que les formateurs se sentaient un petit peu en quelque sorte démunis face à certains manques qui semblaient voir chez leurs apprenants, et puis c'est comme si toute la transmission, les conseils qu'on aimerait leur donner ne passent plus, et donc ce que vous proposiez, alors j'ai pas relu cette partie-là, donc je la relis en direct. Donc ont-ils un sentiment de manque, ils vivent avec un réseau, donc vous disiez 2 points, c'est qu'ils vivent avec un réseau permanent d'amis qu'on peut contacter à tout moment, et donc ils réfléchissent pas nécessairement à ce qu'ils font. Il y a peut-être une manière d'être avec les connaissances qui est différente, mais ils trouvent les solutions à travers notamment les nouveaux portables et les nouvelles technologies. Et donc vous parliez de prothèses cérébrales sur la façon d'être au monde et la façon de développer un rapport au monde qui a complètement changé, quoi. Et donc peut-être que la porte que vous ouvrez, c'est de prendre en compte ces nouvelles réalités-là et d'essayer de développer de nouvelles pédagogies et des innovations autour de ces nouvelles pratiques-là des apprenants. Oui, je crois qu'effectivement l'essentiel a été dit. Hein. Sur le dernier point, c'était une analyse que j'appelais l'avocat du diable sur les rapports entre les formateurs et les formés potentiels, c'est-à-dire pour ceux qui ont 10 ans aujourd'hui et qui vont être les apprenants dans les 10 ans qui viennent. Alors, je disais d'un côté, au fond, en ayant écouté le tour de table, je trouvais qu'il y avait un côté assez protecteur de la part des formateurs qui s'exprimaient, côté assez protecteur, pour éviter aux apprenants de faire des bêtises, pour leur donner les bonnes voies à suivre, etc. Mais que de plus en plus, les apprenants considèrent que c'est une dépendance, c'est un état de dépendance, et qu'ils n'ont pas envie de vivre comme ça. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et on peut les comparer aux adolescents. Ils ont d'autant moins envie de faire ce qu'on leur demande de faire, par exemple de lire, qu'on essaye de les obliger à faire ce qu'on leur demande de faire. Donc cette relation à la dépendance est quelque chose d'important. Alors, réciproquement, au fond, mon thème était, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était un peu laissez-les vivre, laissez-les vivre. C'est-à-dire ils sont quand même bien équipés, les nouveaux apprenants. Et effectivement, ils ont des outils que nous n'avions pas, que moi en tout cas j'ai jamais eu. Ces outils, c'est d'une part un réseau immédiat mobilisable à tout moment, à n'importe quelle heure du jour et la nuit, pour avoir une résolution à un problème. Donc pourquoi se passer du temps sur les problèmes puisqu'on a la solution à portée de la main. Et deuxièmement, ce que j'appelais une prothèse de cerveau dans la main gauche, c'est le téléphone portable qui donne accès, en théorie du moins, à tous les savoirs du monde à tout instant. Mais qui, beaucoup plus que ça, change la façon de penser, change la façon de regarder la réalité, change la façon de se comporter avec autrui, change la façon dont on tisse des liens avec les autres. Donc ces deux éléments-là font qu'on peut avoir confiance dans les générations actuelles parce qu'elles sont bien équipées et elles se débrouillent bien, sauf qu'elles ne se débrouillent pas dans notre univers à nous, mais dans l'univers qui est le leur. Et c'est parfois difficile à accepter. Voilà, en gros, c'est ça, je parle sous votre contrôle. C'était ça. Je voudrais faire une dernière remarque, c'est que je connais un peu le nombre de vos adresses électroniques. On n'est pas beaucoup finalement. Et l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas beaucoup, c'est que dégager une journée devient de l'ordre de l'impossible. Ouais, j'ai connu des formations qui duraient 15 jours. Ah non, personne ne croit, évidemment. Il y en a qui duraient 8 jours, il y en a qui duraient 3 jours. Puis on a dit, est-ce que vous pouvez nous faire la même chose sur une journée au lieu de 3 jours, et que ça coûte 3 fois moins cher au moins. Mais maintenant, une journée, c'est quelque chose de difficile. Ça montre, alors bon, je te passerai la parole juste après ça montre à quel point, effectivement, le regret face au progrès est endémique.
Mais enfin, moi, malgré tout ça, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a bien intéressé dans ce que disait Maël et puis Pierre, c'est le pont entre les deux ateliers, parce que nous aussi on est arrivé à, peut-être pas une conclusion, mais on a évoqué le fait qu'il y avait des communautés d'apprentissage qui se mettaient en place, et non seulement c'est des communautés d'apprentissage comme Linux ou comme Wikipédia, mais c'est aussi des communautés de production de savoir, c'est-à-dire que collectivement, individuellement, sans propriété privée et à un niveau international, on s'associe pour créer de nouveaux outils qui ne sont pas dépendants du marché, pour Linux, ou qui ne sont pas dépendants des savoirs savants et des savoirs strictement académiques, qui sont Wikipédia, avec des erreurs quelquefois, mais pas seulement. Et ça me paraît tout à fait intéressant, c'est-à-dire que effectivement le rôle des formateurs dans cette immense chose de production de savoir est sans doute extrêmement réduite, encore qu'on pourrait permettre aux gens on pourrait les aider à se servir mieux de Linux ou de Wikipédia, voire de produire des outils complémentaires à Linux ou des définitions complémentaires et des articles complémentaires à Wikipédia. Mais il y a quelque chose qui nous échappe un peu, mais il y a peut-être aussi un mouvement d'auto-apprentissage dans le cadre d'une éducation populaire qui porte ce nom-là, qui ne porte pas ce nom-là, qui peut être intéressant. Donc observons aussi de manière extrêmement attentive ces lieux qui ne sont pas des lieux de formation formelle, mais où du savoir se produit, il se produit collectivement en toute liberté. Et ça, c'est important. Donc, nous venons donc de clore cette thématique de l'évolution des métiers de la formation. Moi, ce que j'ai trouvé, et ce sera ma conclusion, d'extrêmement intéressant dans cette journée, c'était finalement d'une certaine manière clore en se demandant est-ce que nous pouvons avoir confiance, le mot confiance, il a beaucoup été utilisé, dans les métiers de la formation demain. Est-ce que finalement le métier de formateur c'est encore un métier dans lequel on peut croire, dans lequel on peut s'investir, dans lequel on peut s'engager. Et je trouve que les deux formes de réponse, alors je caricature un petit peu, mais qui ont été apportées ce matin et qui sont très complémentaires et qu'on retrouve dans les débats de cet après-midi, finalement c'est de deux ordres. C'est oui, continuons à nous engager dans ces métiers de la formation, mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes de la puissance qu'aurait éventuellement la formation à dépasser des contradictions qui sont peut-être ailleurs. Et puis, oui, ayons confiance dans le développement des métiers de la formation, continuons à nous engager, mais faisons aussi confiance au public, à l'évolution des publics et à la manière dont les publics construisent aujourd'hui leur savoir et construisent aujourd'hui leur regard sur la société. Et que peut-être aussi, nous n'avons pas, formateurs, l'exclusivité de la manière de penser le monde, et que peut-être c'est en partageant nos visions du monde, en tout cas en recréant ou en créant ou en permettant à des lieux d'échange d'exister, que nous serons en capacité de penser un petit peu le monde autrement.